Oui, alors, voilà, donc on va enregistrer pour pouvoir après envoyer un replay à toutes les personnes qui le désirent et à tous aussi ceux qui se sont inscrits qui ne seront pas là hein, pour participer au live. Donc, bienvenue pour ce cinquième webinaire trimestriel, donc des bonnes pratiques du digital. Alors, on va voir aujourd'hui un thème intéressant qui est à rendre perceptible la posture du formateur pour les ressources à distance, donc tout ce qui est visio, audio et podcast. Donc, on va se présenter. Frédéric, tu peux envoyer d'ailleurs, hein, pendant qu'on se présente aussi, on a deux sondages qu'on va vous envoyer. Ça serait bien que vous puissiez justement y répondre. Donc, je me présente, moi, donc Christophe Fex. Donc, moi, ça fait plus de 4 ans que je travaille dans le digital learning. Et aujourd'hui, j'ai créé le premier cabinet de courtage dans le digital learning qui s'appelle le Learning Gate. Donc, depuis maintenant quelques mois. Donc, je suis en train de développer cette activité-là. Claire, je te laisse la parole. Merci Christophe. Donc je m'appelle Claire Noyer, je parle en direct de la Bretagne où il fait beau aujourd'hui et moi je suis formatrice, ingénieure pédagogique et conceptrice e-learning. Et cette dernière mention de mes activités me permet de réaliser qu'on a oublié ce métier dans le sondage, ce qui est quand même dommage parce qu'il y en a plusieurs qui sont présents aujourd'hui, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Frédéric, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis Frédéric, je vous parle moi en direct de Toulouse où il ne fait pas beau et que ça arrive. Moi aussi, je suis comme Claire, conceptrice de formation spécialisée plutôt dans la formation multimodale et les environnements numériques d'apprentissage avec le multimédia. Ok, Euh, super. euh, Merci, merci. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Hein, donc, je vais vous présenter un peu les thèmes qu'on va aborder. Donc, et comment excuse-moi, captiver? Christophe. Comment? De te couper, est-ce que je mets fin au sondage? Oui, 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 vas-y, Moi vas-y. j'ai vu qu'une question passer. Oui, moi aussi, j'ai vu qu'une question. Tu peux envoyer la deuxième aussi. Je partage les résultats. Allez. Allez. Donc là, normalement, vous devez voir les résultats Oui, tout à fait. de la première question. Bon, beaucoup plus de formateurs, de formatrices et de futurs formateurs. OK, les responsables de formation. Et maintenant, je vous propose la deuxième question. Avant qu'on démarre, c'est mieux. Allez, super. Merci, Frédéric. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme grande thématique hein, lors de ce webinaire live? Donc, comment captiver sans être physiquement présent? La posture du formateur à distance, la scénarisation, l'adressage, et on va faire une conclusion. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que dans cette thématique des bonnes pratiques du digital, l'objectif, c'est que ce soit un webinaire interactif. Donc, c'est-à-dire que dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions, n'importe quelle question, et on répondra en direct. Hein. On n'attendra pas à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et que ce soit Frédéric, Claire ou moi, ben, on y répondra le plus rapidement possible. Voilà pour la présentation. Donc, Frédéric, comment captiver hein, ben, le sondage? Donc, beaucoup de curiosité et quelques projets. Voilà, j'affiche vos réponses au sondage. Donc, Alors, Frédéric, je te laisse la main. ouais, alors j'admets en même temps Sam, Mathieu. Voilà, donc il y aura des garçons, finalement, Christophe. Alors moi, j'avais envie de commencer par vous raconter une histoire, celle de Anna Elliott Ticknor, qui est une Américaine de Boston, qui a créé la Society
to encourage studies at home. Donc la société d'encouragement des études à la maison. Ça, c'était en 1800, dans les années 1870, hein, un petit peu après l'invention du timbre-poste aux États-Unis. Et elle a fait ça pour les femmes qui étaient loin des centres-villes, loin des bibliothèques, loin de tous les lieux où on pouvait apprendre. Et donc, elle a aussi créé une bibliothèque de prêt de ressources. Donc, livres, gravures, illustrations. Donc, elle proposait des formations, à l'époque, ça s'appelait par correspondance, sur tous les sujets à ces femmes qui étaient donc réparties dans les campagnes. Alors, ça a démarré tout petit, hein, avec elle. Elle a formé une dizaine de femmes qui sont devenues les mentors des promotions suivantes. Et donc, ça a eu un gros, gros succès à l'époque. Il y a eu un bouche-oreille terrible. Et donc, ces premières femmes qui étaient formées devenaient les mentors des promotions suivantes et se former donc de faibles niveaux jusqu'à des niveaux plus élevés pour celles qui étaient déjà allées à l'école. Et le point fort de cette formation par correspondance, c'était justement la correspondance, le fait qu'il n'y avait pas de passage de diplôme. Ça, c'était une réflexion qui a été menée, mais par contre, une correspondance à minima mensuelle des mentors, des formateurs vers les apprenants et une correspondance très personnalisée, très individualisée, qui encourageait, qui reconnaissait les efforts fournis. Donc j'ai lu cette histoire dans un petit livre où j'ai aussi pu lire quelques courriers qu'elle envoyait, Anna Elliott. C'est des courriers vraiment très touchants et j'ai lu aussi d'autres courriers que lui renvoyaient les apprenants où vraiment c'est très fort, hein, le sentiment d'être prise en compte, le sentiment de la progression et de joie. C'était presque devenu des amis. En fait, on a un peu, quand on lit les courriers, ce sentiment-là et le sentiment de joie de pouvoir accéder à l'apprentissage pour des femmes qui étaient cantonnées complètement à la maison. D'ailleurs, elle avait créé cette société un peu en réaction contre une société d'encouragement des apprentissages qui avait été faite pour les hommes et qui coûtait assez cher. Alors que elle, c'était pas tout à fait gratuit, hein, puisqu'ils payaient 2 dollars. Donc en 1870, je sais pas ce que ça faisait 2 dollars, mais je pense que c'était pas très cher déjà pour l'époque. Voilà. Donc le point capital, vraiment, au-delà du fait qu'il n'y avait pas de diplôme, c'est vraiment l'accompagnement, l'encouragement et l'individualisation. Et le fait que dans la correspondance se ressentait sa préoccupation. Donc là, on peut passer à l'introduction et à la posture du formateur. Des trois postures qu'on adopte tous en tant que formateur. Alors, on a sûrement parfois des postures un peu que l'on préfère, ou alors on adopte des postures selon les temps de formation. Donc, la posture de l'expert, hein, celui qui garantit le, le contenu, qui garantit aussi la veille de contenu. Je vais passer assez vite parce que vous connaissez sûrement ce triangle de Jean Housset. L'expert qui définit les objectifs pédagogiques, et puis après, il y a l'animateur, hein, qui prépare les ressources, les médias, qui conduit les activités de façon dynamique. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au facilitateur, à celui qui accompagne, le côté accompagnant du facilitateur. Notamment à distance, hein, puisque les apprenants ont besoin d'un accompagnement à la fois sur les plans techniques, pour prendre en main les outils, mais aussi sur le plan évidemment cognitif du contenu, euh, sur le plan motivationnel essentiellement, et c'est là toute la force d'Anna Elliott, qui a introduit par sa correspondance et sa façon de s'adresser, de s'impliquer
dans les apprentissages des uns et des autres, des apprenants, a réussi à les motiver, à les engager dans la formation. Et ça, c'est notre enjeu à nous, de formateurs facilitateurs, de transmettre cette posture à travers, et là tu peux passer à la diapo suivante. Excusez-moi, je suis un peu malade. À travers nos ressources, donc que ce soit des ressources audio, par exemple, que l'on va fournir, des ressources pour faire un feedback à une production d'un apprenant, et l'intonation qu'on va y mettre, ou alors la voix qu'on va mettre lorsqu'on anime une formation, la passion qu'on va y mettre, le rythme qu'on va y mettre. Et alors, quand on enregistre sa voix au début, c'est vrai que c'est souvent un peu effrayant parce que d'abord, on la reconnaît pas. Et puis, on a toujours peur d'en faire trop. Or, il faut un petit peu accentuer, en faire un petit peu plus que ce qu'on fait peut-être, ce qu'on a l'impression de faire. C'est compliqué à expliquer, mais il ne faut pas hésiter à être emphatique quand on enregistre sa voix. Et ce que je veux dire aussi, c'est l'écriture. Quand on va enregistrer sa voix, écrire le propos au préalable, c'est vraiment capital. Parce que c'est là qu'on va y mettre toute notre intention d'individualisation du propos et puis tout le vocabulaire autour de l'encouragement des apprenants. C'est là que ça va être ressenti. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ce que je viens de dire. N'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y en a pas, Frédéric. D'accord. Évidemment, le visuel, Ah, est-ce si, il a valable pour une, la classe justement. Ouais. visuelle? Oui, oui, bien sûr, Christina, parce que si vous avez un rythme monocorde à l'heure d'enregistrer, à l'heure de vous adresser à vos apprenants, si vous n'y mettez pas un peu de dynamique, un peu de storytelling, un peu d'histoire, tout le monde risque de s'endormir, hein. Alors, vous pouvez vous accompagner avec le visuel. Un visuel, ce qui vous aidera, c'est un visuel avec une photo, par exemple, impactante, une photo choc, ou euh, par exemple, dire aujourd'hui, je vais vous donner des clés simples et efficaces pour utiliser une méthode pour tel ou tel concept, selon votre expertise métier. Alors, des outils, Véronique, pour Je enregistrer peux sa voix? compléter. Vas-y, Avant que tu Claire. passes à la deuxième question, Frédéric, je vais me permettre de Ouais, compléter pour ce qui est vas-y, ouais. de la classe virtuelle. En fait, mine de rien, la présence des écrans entre les apprenants et vous, formateurs et formatrices, il génère une forme de distance. On est comme devant sa télé et c'est une posture d'apprentissage qui peut conduire facilement à une forme de passivité. Et du coup, tout l'enjeu à ce moment-là, quand on anime une classe virtuelle, c'est justement de contrer cette passivité un peu spontanée qui s'installe parce qu'on est devant un écran, de telle manière que par effectivement le rythme qu'on prend, mais aussi la manière dont on vient capter le regard, même si c'est par une webcam plus un écran interposé, va faire que l'apprenant va se dire ah mais en fait c'est à moi qu'elle parle, donc il faut quand même que je sois un peu mobilisée dans ce qu'elle me raconte. Ça compte. Et ça se joue par la voix, comme le disait Frédéric, mais par le geste, la manière aussi dont on va jouer de nos expressions non verbales. Mais comme il y a ce filtre de l'écran, là aussi, il va falloir sans doute accentuer beaucoup plus que ce qu'on ferait si on était juste en salle de formation comme d'habitude. Parce que sinon, ça passe un peu à la trappe, c'est trop discret, c'est trop ténu. Ça ne va pas être capté correctement à travers l'écran. Ouais, faut pas hésiter à en faire plus. Et Et c'est ça justement, la complexité. pardon, excuse-moi, Frédéric, Vas-y, vas-y. euh, est-ce que vous voyez vraiment une différence de posture au niveau formateur quand je suis en visio avec un apprenant en one-to-one et quand je suis en visio avec un groupe? Qu'est-ce que vous pourrez dire là-dessus, justement, de différence de posture ou pas, justement, à avoir dans ce cadre-là? Ça dépend si les caméras des membres du groupe sont allumées ou pas.
Ce qui se passe en général, c'est quand on a un groupe face à soi, il y a cette espèce de dilution de responsabilité qui fait oh, on est nombreux, moi je vais couper ma caméra, comme ça le formateur il va pas trop faire attention à moi, je vais pouvoir passer à la trappe. Et ça, effectivement, ça limite un peu cette manière qu'on a de pouvoir aller chercher les gens et aussi vérifier par ce que nous, formateurs, formatrices, on perçoit de leur engagement, par leurs signaux non verbaux. Donc déjà, la base, c'est un peu de jouer le jeu d'allumer sa caméra parce que sinon, de notre côté aussi, on perd tout cet axe de communication-là qui nous permet de nous ajuster au groupe. Et c'est forcément plus complexe qu'à un seul individu, mais pour moi, Alors l'enjeu là, majeur, il est là. là, je pense que le brise-glace de démarrage, il est important pour justement mobiliser un peu tout le monde. Alors, il y a des brise-glaces qui permettent de faire allumer les caméras, et puis il y a des brise-glaces un peu décalées, où on va demander aux personnes de se présenter sous un autre angle que sous celui classique de quel est votre objectif dans cette formation, quelles sont vos attentes. Ça, évidemment, il faut le faire, mais je pense qu'un brise-glace qui s'intéresse plus à la personnalité, aux passions de chaque apprenant, permettra une meilleure implication et un autre axe de connaissance des uns et des autres. Alors, évidemment, si on est en one-to-one, je pense que c'est plus facile d'allumer et de s'impliquer, d'allumer sa caméra. Et si un groupe, il faudra utiliser pas mal d'outils numérique aussi pour questionner, pour brainstormer, pour faire tout un tas d'activités qui permettent aux apprenants distants de ne pas s'endormir. Alors justement, il y a une question aussi sur les outils à préconiser pour enregistrer sa voix donc en asynchrone. J'imagine que Frédéric, tu dois en connaître, puisque tu es spécialiste Oui, le des plus connu, podcasts. c'est Audacity. Oui, qu'on utilise aussi pour le podcast. Je vais vous le mettre dans le chat. Donc, c'est un logiciel gratuit et open source. Je vous le mets dans le chat. Mais je vous conseille aussi d'avoir un micro. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le mien, je suis en train de Et le on montrer. voit, il est gros, hein. C'est Franchement, un on micro voit. large membrane qui est dédié à l'enregistrement de la voix. Donc là, c'est un Audio Technica 2020+. Je vous le mets. Alors, je ne sais jamais s'il y a un cas. Je vous mets sa référence. Il se branche en USB directement sur l'ordinateur. Ah, pardon, c'est AT 2020+. Voilà. Après, il y a un autre logiciel qui s'appelle Reaper. Alors, oui, alors les casques avec micro, ça dépend des micros. Faut regarder, faut regarder la qualité du micro. Mais au démarrage, c'est sûr que ce micro-là dont je vous parle, pour avoir une voix correcte, il faut aussi un traitement audio hein, selon la pièce où vous vous trouvez. Moi, la mienne, il y a beaucoup de résonance dans la pièce où je me trouve. Vous devez l'entendre un petit peu. Donc moi, je traite après la voix avec Audacity ou d'autres logiciels. Alors évidemment, pour poursuivre un petit peu les contenus. Les contenus que vous allez élaborer vont aussi marquer votre spécificité, votre différence. Alors, vous pouvez élaborer, enfin, je vous conseille, moi, d'élaborer des contenus sur le modèle un peu du storytelling, c'est-à-dire exposer une situation, dévoiler un problème et résoudre cette situation. Donc, c'est trois étapes, hein, situation, problème, résolution. Et donc d'aller piocher, d'aller chercher des situations qui sont proches de celles que vivent vos apprenants, de préférence, parce que ça, on se sent plus concerné si cette situation est proche de nous que si c'est une situation classique, comment dire,
bon, bah, je trouve pas le mot, que c'est une situation standard. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, allez chercher pour vos stagiaires une situation qu'ils peuvent vivre ou qu'ils ont déjà vécue. Et puis, il faut introduire une difficulté ou un enjeu qui attire leur attention et qui les fait réfléchir sur comment résoudre ce problème. Parce que ça permet de garder l'attention de vos apprenants aussi. Et, euh, et là, en fin d'activité, vous pouvez leur demander de résoudre cette situation et apporter vous-même des clés et apporter votre patte à vous en tant que formateur qui va faire votre différence. Donc, c'est aussi dans le contenu que le formateur va impulser sa propre posture. Tu vois la question, Oui, Christina? oui, oui, je suis en train de lire la question Ouais, de moi aussi. Christina. Euh, En tout cas, si, mais je vais commencer à répondre et puis tu Vas-y. compléteras, Frédéric. Moi, je pense que Ouais. quand on a pour objectif d'enregistrer un audio ou d'enregistrer une voix off pour une vidéo, c'est obligatoire de réaliser un script avant l'enregistrement. On n'enregistre pas au débeauté comme ça, au talent, ça ne marche pas. Ça, c'est une première chose. Et pour l'animation de visio, c'est forcément un petit peu différent parce que pour le coup, animer une classe virtuelle en ne faisant que lire un script, ce serait certainement rébarbatif pour tout le monde et ça produirait exactement l'effet inverse de ce que l'on cherche à produire en termes de posture. Par contre, réaliser le script des consignes d'activité quand il y en a pendant une classe virtuelle, moi j'ai tendance à penser que c'est une bonne idée parce que ça permet d'être sûr de la consigne qu'on va transmettre et également si le script est prêt, ça va permettre en animation de classe virtuelle à la fois de le lire pour être sûr qu'on le donne hyper clairement et que du coup la consigne elle va être compréhensible vraiment par la majeure partie des participants et aussi de la copier-coller immédiatement dans le chat ou sur un autre support quand il y a besoin parce que ça permet d'avoir cette double modalité de l'oral et de l'écrit et sur des consignes d'activité, c'est important. Euh, Bon, je ne suis pas un bon exemple de ça parce que moi j'oublie tout le temps de les écrire, mais pas de les écrire avant, mais de les écrire en live. Mais c'est souvent réclamé. Donc si c'est scripté en amont, bah, c'est beaucoup plus facile à faire que si on vient de s'en mêler les pinceaux, à reformuler 3 fois sa consigne et qu'en fait on ne sait plus trop quel mot on a utilisé et qui ont servi la compréhension des apprenants. Alors moi, pour les consignes, je suis partisane de les écrire sur le diaporama en clair, que chacun puisse les lire et puis de les formuler aussi. Donc moi, je les intègre toujours sur mon diaporama. D'abord pour pas oublier, parce que je suis Ça, comme c'est toi, parce que tu pars du principe qu'on n'anime pas une classe virtuelle sans diaporama, alors qu'en vrai, c'est possible. Ben, diaporama, c'est-à-dire, moi, je pars du principe qu'il faut éviter l'écrit sur les diaporamas, que le visuel est complémentaire de ce qui va être dit, qui l'aide à mémoriser. Ça peut aussi divertir, qu'il attire l'attention. La seule chose que j'écris en clair et en décodé, ce sont les consignes. Donc, oui, je pars du principe que je fais un diaporama. Ça m'aide. Enfin, ça serait vraiment exceptionnel qu'il n'y ait pas de diaporama, hein. Avec moi en tout cas. Après, aujourd'hui, on voit aussi, si je peux me permettre, les nouvelles fonctionnalités de plein d'outils en visio qui permettent aussi des interactions, tout ce qui est tableau blanc, tout ce qui est sondage, quiz interactif et d'autres outils qui permettent aussi de créer une interactivité directement en visio. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important, qui peut être impulsé. Bon, alors après, là, on parle de posture, mais aussi Ouais. qui Mm. peut permettre aussi de solidifier justement cette interactivité, cette interaction et la posture que l'on peut avoir. Bien sûr, bien sûr. Les activités d'apprentissage sont collectives, collaboratives et il faut s'appuyer sur tous les outils de la plateforme comme celle-ci avec Zoom. Il y en a vraiment énormément, hein.
Euh, donc, on parlait de déroulé pédagogique ou de scénarisation, Christina. De fait, le mot scénarisation, il prend là tout son intérêt, puisque le déroulé, il apporte la structure de la formation ou de la classe virtuelle. Mais le scénario pédagogique, il va ajouter une petite couche d'engagement grâce aux émotions. C'est-à-dire qu'on va scénariser en racontant une histoire, en posant un problème pertinent ou le plus proche possible, en tout cas, des problématiques apprenants. On va essayer donc de capter l'attention et de donner du sens à l'apprentissage grâce à ce scénario. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à bien aimer ce terme de scénarisation parce que il va falloir penser à ce côté-là, à ce versant-là, à l'engagement apprenant. Alors, quelle définition, justement, vous pourriez mettre sur la scénarisation en visio? Alors, bah, c'est la même chose que la scénarisation d'une formation. Moi, en visio, j'écris tout ce que l'apprenant va vivre et tout ce que j'ai à faire et à préparer moi. C'est vraiment important parce que quand on utilise pas mal d'outils numériques pour dynamiser ou qu'on raconte des histoires, on a besoin à certains moments d'aller chercher, d'aller appuyer sur tel bouton pour rien oublier. Donc, et puis pour voir si on reste dans le timing aussi. Donc, moi, je scénarise. C'est un outil Excel, hein, tout simplement, un tableau où j'écris les objectifs et puis les activités apprenantes, les ressources et ce que je dois faire moi et à quel moment. Ok. J'ai rien de plus à ajouter, hein. Non, mais moi, je relie vraiment ce terme à la notion de cinéma et de théâtre dont il provient. C'est-à-dire que si on ne réfléchit pas à la mise en scène de l'apprentissage avant de le faire, c'est comme si on mettait des comédiens sur scène sans un texte et les didascalies qui vont avec. Et puis on leur dit, allez-y, jouez Hamlet. Non, ça marche pas en fait. Ça se joue si on a les dialogues et si on sait quel mouvement on doit faire sur scène. Ben, c'est pareil pour un scénario pédagogique. Moi, en tant que formatrice, je vais savoir comment j'anime ma journée ou ma classe virtuelle que si j'ai préparé mon scénario pédagogique. Ok, très clair. Et du coup, c'est la même chose pour les vidéos ou les audios quand on réfléchit en asynchrone. Alors là, je pense que tu as plus de matière à délivrer que moi, Frédéric, sur cette question-là, mais en fait, c'est exactement le même principe. Si je me dis, mon apprenant va consulter telle vidéo ou tel audio alors que je ne suis pas avec lui en synchrone pour le guider là-dedans, bah, ça veut dire que tout ce que je lui aurais dit en live, il va falloir que je le reporte dans ce support et que j'ai la même qualité de présence dans un autre format que du synchrone. Mm. Alors, je sais pas si, oui, même qualité. En tout cas, c'est une autre présence. Alors, moi, quand j'ai fait mes études de e-formation et environnement numérique d'apprentissage, on avait un enseignant chercheur qui nous faisait des vidéos dont le contenu était passionnant. Mais lui, il était mais soporifique, c'était terrible, quoi. On se plaignait tous, malgré son contenu passionnant. C'était vraiment difficile à suivre. En plus, elles étaient hyper longues, ces vidéos. Et il parlait sur un temps monocorde, très en retrait. Il n'arrivait pas à y mettre de sa personnalité. Alors lui, c'était flagrant, la différence entre le présentiel. Bon, c'était plutôt un homme discret qui en faisait pas trop, hein, même en présentiel. Alors à distance, c'était une catastrophe. Donc il faut vraiment, on est comme un acteur, faut mouliner. Il y a des choses très simples, c'est que par exemple la gestuelle, euh, il faut l'utiliser. Si vous enregistrez votre voix pour une vidéo ou pour un audio simple, utilisez vos mains. Mettez-y, je ne sais pas, de la gestuelle, ça vous aidera à avoir une voix plus convaincante, à y mettre de la dynamique en tout cas. Et après, beaucoup de choses dans l'écriture, comme on l'a dit juste avant. Donc là, je vais peut-être laisser Claire continuer. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Christina, je trouve ça plus confortable effectivement en classe virtuelle d'être sur un seul écran parce que au moins on n'oublie pas où est la caméra et on peut être vraiment en adressage visuel direct avec les apprenants, regard caméra. Et c'est mieux que quand la caméra est sur le côté et qu'en Ah, fait ça c'est on terrible, tourne tout oui. le temps. Ça c'est particulier hein, quand on a des gens qui sont comme ça en fait et qui nous parlent comme ça parce que leur Ouais, ouais. caméra est là et que du coup jamais ils nous regardent. C'est très très déroutant ça. Alors on a l'impression d'être exclu. C'est Donc, ça. c'est vraiment important. Moi, je règle toujours les caméras de zoom, par exemple, elles sont sous mon œilleton de caméra. Pardon, les vignettes des apprenants de zoom, je Oui, les ok. glisse sous Oui. ma caméra pour que vous ayez l'impression que je vous regarde. Alors, en fait, Mm. si je vous regarde, c'est là. Moi, là, je suis en train de vous regarder. Mais vous, vous avez l'impression que je vous regarde Tu pas. fais Donc, autre chose. Est-ce que tu oui. peux lâcher ta liste de courses 5 minutes, s'il te plaît, parce que c'est vraiment désagréable. Donc ça, c'est terrible. C'est vraiment là, le virtuel prend tout son sens, hein. Virtuellement, là, je suis en train de vous regarder. Or, en réalité, je ne vous vois pas. Je regarde un point vert C'est qui ça. symbolise ma caméra. Donc, c'est quand même pas facile à tenir. Mais voilà, on appréhende le jeu des comédiens, hein. Un comédien, c'est ça. Il regarde face Mm. caméra ou bien le journaliste s'il est interviewé sur le côté. Mais, mais voilà, en réalité, il ne vous regarde pas les yeux dans les yeux. Mais c'est la sensation qu'il faut arriver à donner. Mm. Alors, moi, je veux bien qu'on change de diapo, s'il te plaît. Merci. C'est un de mes dadas, l'adressage. Comment est-ce qu'on s'adresse aux apprenants? Et c'est une question d'autant plus cruciale, je trouve, quand on produit des ressources asynchrones, donc en particulier là des vidéos ou des podcasts. Comment est-ce qu'on tient la ligne directrice de toute une formation? Si on a l'habitude de tutoyer ses apprenants, pourquoi est-ce que tout d'un coup, sous prétexte qu'on fait une vidéo, on se mettrait à les vous voyez? Autant rester sur le tu qui est usuel dans ce contexte-là, l'inverse étant valable aussi. Et, euh, une fois qu'on a pris ce parti pour des ressources asynchrones, comment est-ce que ça infuse dans tous les textes, dans toutes les consignes qu'on va rédiger? Je pense quand on met en place tout un ensemble de ressources sur une plateforme d'apprentissage, ben, ça arrive quand c'est fait un peu sans réfléchir cette question-là, qu'il y ait des vidéos hyper engagées où on s'adresse en tu à l'apprenant, c'est super. Et puis tout d'un coup, la consigne d'après, c'est quel praticien êtes-vous? Prenez le temps de réfléchir à votre pratique de terrain. Ben, du coup, il faut savoir si c'est du tu, on tutoie tout le temps. Si c'est du vous, on tutoie tout le temps. Et on ne va pas passer tout d'un coup à une activité où on demande je prends connaissance de mes ressources du territoire pour trouver les bons partenaires pour mon action. J'ai eu ça récemment. Toute la formation est en vous et tout d'un coup, il y a une activité en jeu. Ben, non, du coup, si on a décidé qu'on s'adressait aux apprenants en les vous voyant, il faut tenir ça tout du long, dans tous les scripts, dans toutes les activités, dans tous les médias qu'on va utiliser. Et aussi, c'est important de réfléchir aux termes qu'on utilise pour faire référence à ces apprenants. Est-ce que ce sont les professionnels de telle ou telle action? Est-ce que c'est juste vous, les apprenants? Est-ce que c'est, j'en sais rien, vous, Probo numéro 12432? Mais tenir ça aussi dans l'adressage tout du long, c'est assez important et ça va renforcer cette qualité d'attention qu'on peut démontrer vis-à-vis des gens qu'on accompagne. Et c'est aussi par ce biais-là et en réfléchissant à cette notion d'adressage, on peut se demander comment est-ce qu'on va venir engager la personne dans sa démarche d'apprentissage. L'enjeu, c'est à la fois d'encourager ses efforts, parce qu'en vrai, apprendre, c'est coûteux, c'est une forme de changement et donc ça demande d'être tutoré, mais ça, on en avait déjà parlé dans un autre webinaire, donc je ne vais pas y revenir. Mais du coup, ça implique qu'on adresse à l'apprenant nos encouragements dans cette démarche coûteuse et que potentiellement on vient restimuler de la curiosité, rechatouiller le besoin de formation qui a été nommé au moment de l'inscription, par exemple, pour ouvrir sur une ressource complémentaire ou sur une étape supplémentaire dans la formation, etc. etc. Donc ça, vraiment, c'est un peu à côté parce que c'est pas à proprement parler une activité d'apprentissage ou la présentation d'un contenu hyper passionnant, mais si on le fait jamais autour de ces éléments-là, ressources et activités,
bah, en fait, les gens sont un peu à sec devant tout ce que vous leur proposez en asynchrone et il ne va pas se passer grand-chose. Tu aurais quelques exemples clairs pour stimuler la curiosité? Ben, ça va se jouer souvent sur les transitions. Comment est-ce qu'on crée un effet de suspense potentiellement entre une fin de chapitre et ce qui va être découvert dans le chapitre suivant. Euh, c'est d'autant plus important à réfléchir en termes de transition. Je fais un léger aparté, mais parce que pareil, c'est un de mes cas clients réels en ce moment. On ne va pas faire ce genre de teasing sur une vidéo elle-même. Par exemple, on ne va pas conclure une vidéo en disant bon, ben voilà, cette vidéo, elle parlait de ça, c'était super. On verra dans tel chapitre le sujet suivant. Pourquoi on ne fait pas ça dans la vidéo? Parce que pour le coup, ce n'est pas le moment pour l'apprenant d'aller au chapitre qu'on a cherché à nommer. Déjà, il faut qu'il arrive à faire quelque chose de la vidéo qu'il vient de voir. Et puis, on n'est pas à l'abri que demain, pas demain littéralement, mais dans les années qui viennent, voire les mois qui viennent, la structure de la formation puisse être repensée. Et dans ces cas-là, la vidéo, elle devient inutilisable parce qu'il va falloir au moins retravailler son montage pour enlever cette référence qui, du coup, devient fausse si la structure de la formation change. Donc, ce genre de mention, ça rend la production de la vidéo potentiellement rapidement obsolète. C'est dommage parce que produire une vidéo, ça coûte du temps et de l'argent. On n'a pas envie que ce soit obsolète trop vite. Donc, on va enlever de ces scripts audio, vidéo, toutes les mentions au reste de la formation, de telle manière que chaque média va être un tout à part entière qu'on pourra s'amuser à déplacer selon les structures de formation qui seront décidées. Ça permet aussi potentiellement de le dupliquer pour une autre formation, par exemple, ou de s'en servir en communication et plus en formation. Bref. Donc du coup, c'est sur les transitions entre différentes parties d'une formation asynchrone qu'on va venir un peu piquer cette curiosité en faisant potentiellement un récapitulatif de ce qu'il y a eu avant et en produisant des effets d'annonce de ce qui va suivre. Ça peut être sous forme de questions. Mais savez-vous comment couper un gigot maintenant qu'on a vu je le fais parce que avec nous aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont très habituées à cet exemple récurrent de la découpe de gigot. Voilà, et on pose une question à l'apprenant qui va l'obliger à mobiliser un certain nombre de choses, et du coup, il sera prêt à passer à la suite. Ou alors, on annonce, un peu brut de décoffrage, mais dans le chapitre suivant, nous aborderons la notion de blablabla. Blablabla. Là, c'est un peu sec, ça manque sans doute de chaleur, de storytelling et d'encouragement à proprement parler, mais au moins, on annonce. Et du coup, ça fait le lien et potentiellement, si l'apprenant est curieux dès ce moment-là de cette notion-là, peut-être qu'on le garde, allez, une demi-heure de plus sur la plateforme ce jour-là, parce qu'il va peut-être enchaîner tout de suite sur la leçon d'après ou la partie d'après, selon les dénominations. Bon, forcément, plus on y met de chaleur et de storytelling, plus ça va être sympa et à réfléchir et à produire et à vivre pour les apprenants en face. Ah, je ne sais pas si tu vois la question, Claire. Ouais, mais en fait, je crois que généralement, autant il peut être assez confortable de passer au tutoiement quand on est en synchrone, autant quand on est sur de la formation asynchrone, même tutorée en synchrone, on va plutôt concevoir les ressources qui seront déposées du coup sur la plateforme en vous, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est moi, j'aime bien le tutoiement. Moi aussi. Est-ce qu'on passe à la diapo d'après? Voilà, dernière mention qui pour moi fait le lien avec l'adressage, c'est aussi comment est-ce qu'on va formuler les feedbacks auprès de l'apprenant après ses activités d'apprentissage pour, d'une part, lui permettre de comprendre les erreurs qu'éventuellement il ou elle a produites et donc les corriger tout de suite, au moins cognitivement, qu'elles ne soient pas reproduites à l'avenir, et puis ancrer la réussite, parce que c'est important de venir signifier quand une bonne réponse a été donnée à un quiz ou qu'une étude de cas a été brillamment réussie, que là, il y a de la compétence qui est démontrée et qu'elle pourra être exploitée par ailleurs, connaissance ou compétence d'ailleurs. Et c'est important, je trouve, y compris du coup quand on est sur de la conception de modules d'e-learning
ou juste de la modération de MOOC, par exemple, ou de la modération d'une formation qui tourne un peu toute seule en asynchrone, de se dire, bah, en fait, quand je reçois les travaux des apprenants, comment est-ce que je formule les feedbacks? Quand ils répondent à un quiz, quelles réponses ils obtiennent? Si c'est juste systématiquement correct, incorrect, ben là, en termes d'adressage, c'est hyper pauvre. Ça vient rien dire à la personne de OK, donc la bonne réponse c'était ça, je peux capitaliser dessus parce qu'en fait j'ai su la donner une bonne fois, il y a de fortes chances que je puisse la retenir. Ou ah mince, c'est ça l'erreur que j'ai faite, OK. Donc la prochaine fois, soit parce qu'on me repose la question, soit parce que j'ai à mobiliser cette connaissance dans un autre contexte, il faut que je me souvienne de ça, quel élément là dans le feedback me permet de m'en souvenir, etc., etc. Donc il y a tout un travail là pour moi de formulation qui est hyper important et qui joue aussi de l'adressage en fait. Oui, alors je peux juste ajouter qu'il y a une différence entre les feedbacks automatiques et explicatifs qui permettent d'ancrer la réussite, comme tu dis, et puis les feedbacks de production, de grosse production, où le formateur va se donner la peine de donner un feedback individuel qui peut être fait à l'audio. Et là, comme c'est individualisé, ça peut prendre en compte la situation de l'apprenant et lui donner des conseils personnalisés. Et ça, c'est fort. Ça marche très très bien aussi dans un forum de proposer aux uns et aux autres de poster leurs devoirs, de leur répondre dans le forum de façon à ce que tous les autres voient le feedback du formateur à tel apprenant et, et puissent consulter le travail de son père. En audio Euh, et pourquoi pas en vidéo. Il y a des outils aussi qui permettent ça, d'ouvrir des travaux écrits et de les annoter et de les commenter en live dans une vidéo. Et c'est vrai que ça fait des feedbacks hyper individualisés, hyper qualitatifs. mhm. Ouais. Loom, je pense que ça peut faire ça. Ok, Donc, on passe à la diapo suivante. bah oui, hein, c'est la conclusion, Ah, justement. on est déjà à la conclusion, mais c'est Bah très ouais, vite. bah oui, bon, il est quart hein, déjà. Donc, Ok, Frédéric ou Claire, comment vous pourrez un peu résumer les notions importantes hein, qu'on vient de voir? Qu'est-ce qui vous paraît moi justement important de retenir? je retiens ma ligne directrice sur la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est les travaux de Isabelle Gézégou qui parle de la présence à distance et comment est-ce qu'on vient matérialiser cette présence à distance pour justement susciter l'engagement. Et ce qu'elle souligne, c'est que le, le, quand on a commencé à travailler autour de ces notions de digital learning, de distanciel, de présentiel, on a cru que le contraire de la présence, c'était la distance. En fait, le contraire de la présence, c'est l'absence. Et du coup, on peut très bien matérialiser sa présence de formateur ou de formatrice, même à distance, même en asynchrone. Toute la question, pour moi, c'est de se la poser, en fait, de l'avoir en tête et de se demander, OK, comment je vais matérialiser ça? Que c'est bien moi, Claire, formatrice, ou Frédéric, formatrice, qui m'adresse à ce groupe-ci et pas juste quelqu'un qu'on a pris dans la rue, qui n'a pas Un d'identité, avatar, qui quoi. n'a pas de corps, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, alors moi je conçois cette présence à distance comme un accompagnement plus que tout, euh, et un accompagnement qui peut s'individualiser et s'intéresser aux apprenants le plus possible, en très résumé, Ok. synthétique. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, non, il n'y a pas trop de questions là. Bon, il y en a eu tout le long, hein, à vrai dire. Hein. Donc, C'est la Annie. référence, ah oui. Donc, quelle est la Ah oui, j'ai référence dit que tu as? Isabelle, mais c'est pas Oui, c'est C'est Isabelle, ça. c'est Annie, c'est Annie. Annie. Annie Merci. Gézégou. Hop, voilà. Mhm. Ok. Avec plaisir.
Bon, une des dernières questions avant qu'on coupe clôture. Attends, je vais meubler pendant ce temps-là. Ah, Euh, vas-y, meuble. comme on se le disait tout à l'heure, je pense que ça va pas être un mystère très longtemps. On ne sait pas de quoi on parlera au prochain webinaire des bonnes pratiques du digital learning, mais du coup, ça veut dire que vous allez être sollicité. Donc, si j'étais vous, j'irais me connecter au compte LinkedIn de Christophe Fex ici présent, parce que vous allez voir passer des sondages et plus vous allez y répondre, mieux nous, on sera confortable pour décider de quelle thématique on traite pour la prochaine fois. Très bien, c'est très bien meublé, Claire, en effet. Voilà. Ouais, c'est parfait. Donc, en effet, on a décidé justement pour le prochain webinaire qui sera dans un peu moins de 3 mois, de proposer plusieurs thématiques et justement de créer des sondages sur LinkedIn pour que ce soit vous qui choisissez la thématique qui vous paraît la plus appropriée pour qu'on puisse l'aborder lors de notre prochain webinaire trimestriel d'ici, comme je vous ai dit, un peu moins de 3 mois. Donc, tu as bien fait, Claire, d'ouvrir cette parenthèse. Merci à tous pour votre Merci à participation. tous, en effet. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Vous recevrez un webinaire, pardon.